Je suis ravi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, et vous en dire un peu plus sur Scuba, sur, ce qu'on a fait jusqu'ici et notamment sur comment et surtout sur comment le lean nous a permis, de maintenir une croissance, malgré les contraintes imposées par le covid. Ce que je vous propose, c'est, je vais d'abord vous raconter un peu ce qu'on fait chez Cooper pour que vous puissiez situer et ensuite on rentrera dans le dur du sujet. Mais très rapidement, Cooper, c'est une solution de formation à partir des livres. Ce qu'on fait, c'est qu'on est une application mobile, et un site web d'ailleurs, de développement personnel et professionnel, qui condense les meilleurs livres, conférences, documentaires dans des mini formats qu'on appelle des cubes, qu'on peut lire et écouter en 20 minutes. Hem, L'idée, c'est ça, c'est on identifie vraiment les meilleurs contenus, tous ceux qu'il faut consommer pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre des choses et se réaliser et on les condense pour donner accès aux idées qui sont dedans. Notre mission, c'est donc d'aider les gens à se réaliser. Alors pourquoi Cooper? Eh bien, parce que la formation continue, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur en entreprise. Heu, on sait que les gens qui arrêtent de se former, bah, malheureusement, sont des gens qui ont assez peu, d'espoir d'évoluer professionnellement parce que c'est la réalité, c'est que les savoirs et les techniques évoluent à une vitesse telle qu'il faut continuer à apprendre pendant toute sa carrière professionnelle. Il existe peu de solutions efficaces sur le marché pour concilier, les nouvelles contraintes. Donc on a assez peu de temps disponible pour se former, mais on a besoin justement de rester à jour. On a une capacité d'attention qui est en forte baisse, c'est triste, mais c'est la réalité due à la sursollicitation. Et donc Cooper, c'est une solution efficace pour ce problème. Donc on a 4 métiers chez Cooper. Hem, L'intégralité de l'expérience du produit se passe sur nos interfaces. Donc le produit, c'est un de nos métiers, un métier important. La tech, évidemment, parce on fait tout nous-mêmes, c'est nous qui produisons nos interfaces. Le contenu ensuite, pareil, le contenu, on a internalisé l'intégralité du process de production du produit. Donc les interfaces, mais aussi le contenu, on le produit nous-mêmes. Et ensuite, le marketing et la vente, c'est aussi un métier qu'on internalise parce que c'est un métier critique pour Cooper. Euh, donc voilà ce qu'on fait. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on existe. En 6 ans, Cooper, bah, c'est devenu aujourd'hui plus de 2 millions d'inscrits. On est dans plus de 150 pays. On a plus de 1500 contenus qu'on appelle des coupes, comme je vous l'ai dit, qui sont présents sur nos interfaces, sur nos produits. Alors comment ça marche tout ça? Eh bien, Cooper, c'est déjà de la curation. On va sélectionner le meilleur contenu, donc les meilleurs livres, les meilleures conférences, les meilleurs documentaires. On a des procédés de sélection qui permettent de sortir le meilleur, la crème de la crème. Ensuite, on a un process de condensation de contenu, donc qui est réalisé par des cerveaux humains. On a des standards qu'on suit précisément pour produire un contenu qui est conforme à nos exigences de qualité et un contenu qui doit répondre à des critères très précis, qui doit restituer des informations précises, qui doit donner accès à des insights, qui doit être optimisé pour être agréable à consommer et surtout qui doit donner un maximum d'informations. Notre trade-off, c'est un maximum de learn en un minimum d'effort. Donc en gros, on donne accès à du contenu, à des idées, on permet aux gens d'apprendre des nouvelles choses en leur demandant un minimum d'effort. Et donc, en suivant ce process, on produit nos cubes en format audio, texte et en anglais et en français. Donc voilà, on a ce processus de production standardisé qui est la clé de notre production de contenu. Donc, on produit une application mobile et un site web. Je vais surtout parler de l'application mobile parce que 90% de l'expérience se passe sur l'application mobile. Les gens veulent consommer en mobilité. Donc voilà, on produit du contenu audio audio et texte. On produit aussi des mini-formations. Des mini-formations, c'est sur des thématiques très spécifiques, mais qui intéressent tout le monde, sur le management, la productivité. On va produire des mini-formations qui sont constituées de cubes et de quiz et de guides pratiques à la fin, sur des thématiques comme rester concentré focus, apprenez à télétravailler, prenez la parole en public, apprenez à manager, ou aussi des formations un peu plus développement personnel sur mieux manger, mieux dormir. Et on est une application mobile payante. Nos utilisateurs payent 8 € par mois ou 80 € par an pour accéder à l'intégralité du service. Donc, qui sont nos clients? Alors,
C'est important, le client évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important donc la présentation est centrée aussi autour de ça. Nos clients, historiquement, on vient du B2C. Donc ça veut dire que, depuis qu'on existe, on vend notre solution, à directement aux utilisateurs finaux et qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, Cooper, c'est une solution qui aide, nos utilisateurs finaux, à se former et à atteindre leurs objectifs. C'est ça qu'on propose et on fait du B2C, on est une application consumer. On a identifié, c'est assez intéressant, hem la force qu'on a chez Cooper, le fait qu'on vienne du B2C, c'est qu'on a pensé notre produit pour qu'il soit utilisé par l'utilisateur final. Donc les problématiques de rétention sur le produit, d'engagement, elles sont très importantes sur Cooper, ce qui fait qu'on a un produit qui est vraiment orienté valeur client. On veut apporter un maximum de valeur à nos clients et il se trouve que depuis qu'on existe, on a beaucoup d'entreprises qui sont venues vers nous, pour nous demander de, les aider à former leurs collaborateurs aux soft skills, pour les aider à améliorer leur marque employeur et donc aujourd'hui, on a un focus de l'entreprise sur le B2B. Donc on parle à beaucoup d'entreprises. Pourquoi les entreprises? Bah, parce que les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de se former aux soft skills. Les compétences douces sont une problématique vraiment importante aujourd'hui pour les entreprises. Elles ont besoin de se former, elles ont besoin de renforcer leur marque employeur. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souscrivent à des services divers et variés pour bah, rendre leur marque plus sexy sur le marché du travail pour attirer des talents. Et ensuite, la formation continue, c'est un enjeu majeur aussi. Et donc voilà, chez Cooper, on aide les entreprises à fidéliser et à développer leurs collaborateurs à travers des thématiques aussi, elles aussi, diverses et variées. Et donc, chez Cooper, un élément très important, c'est le Kaizen. Alors, ce que j'aime à dire, c'est que Cooper renforce l'esprit Kaizen. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qu'est-ce que c'est que le Kaizen? On va commencer par définir le Kaizen, qui est un élément quand même super important. C'est l'idée d'amélioration par petits pas, d'amélioration continue. C'est une amélioration qui est issue des collaborateurs sur le terrain. C'est la notion de terrain, elle est vraiment importante. Donc, c'est les collaborateurs qui vont porter le Kaizen dans une entreprise parce que ce sont eux qui peuvent identifier là où il faut réaliser les améliorations. Donc, on prend en compte les suggestions des collaborateurs et on encourage l'initiative. Et de cette manière, ça améliore leur implication. Donc, le Kaizen, il faut savoir que c'est une pratique, quelque chose qui s'apprend, comme on peut apprendre le tennis ou comme on peut apprendre le golf. Euh, on veut vraiment que les collaborateurs soient un maximum engagés dans l'entreprise. Et pour ça, la clé, c'est vraiment que toutes leurs suggestions, elles soient prises en compte. Euh, et la clé aussi pour que le Kaizen soit fonctionnel, fonctionne bien dans une entreprise, c'est que l'intégralité des collaborateurs pratiquent le Kaizen, donc pratiquent l'idée de s'améliorer continuellement, de placer l'apprentissage au cœur de sa stratégie. Chez Cooper, un exemple de Kaizen, c'est un collaborateur, par exemple de l'équipe contenu, qui a pour mission de piloter en gros la production de contenu. Donc de faire en sorte, sa mission, son objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum de cubes soient publiés chaque semaine. Ce collaborateur, en gros, il identifie un potentiel d'amélioration du délai de production des cubes, parce que c'est lui qui fait les gestes, et donc c'est lui le mieux à même d'identifier ça. Donc pour ça, il va évaluer ce qu'on appelle le lead time de production d'un cube. C'est en gros, c'est le temps qui se passe entre le moment où le besoin client pour ce contenu est identifié. Donc on sait qu'un client veut un coupe sur la blockchain, par exemple, et le moment où ce coupe va être publié en version audio et texte sur l'application mobile. Donc ça, c'est le lead time. On sait que ce lead time, ce collaborateur, il le mesure, il est 5 semaines. Derrière, il va évaluer avec le product manager le lead time cible idéal. Comment il va faire? Il va interroger des rédacteurs de Koob, il va aller voir différentes parties prenantes, il va estimer le lead time, il va estimer que ce lead time cible, il pourrait être de 3 semaines. Donc, on veut passer de 5 à 3 semaines. Et donc, on va trouver des manières de s'améliorer petit à petit pour atteindre cet objectif. Donc, pour ça, on va réunir les personnes qui interviennent dans le process de production d'un Koob, on va modéliser toutes les étapes de production, on va réaliser même l'ensemble du process nous-mêmes en réalisant chaque étape de A à Z. Euh, et toute cette modélisation qu'on va réaliser, elle permet d'identifier facilement les potentiels d'amélioration. Euh, et le fait d'analyser des vraies pièces produites, ça permet d'identifier des vrais points de blocage. Donc, en faisant ça, par exemple, on se rend compte rapidement qu'une étape dans le process, elle prend beaucoup de temps. Les cubes sont bloqués pendant 10 jours en moyenne au moment de la relecture par des responsables édition chez Cooper. Donc là, on a identifié un vrai point d'amélioration. Et ensuite, donc, on sollicite les collaborateurs concernés pour générer des idées nouvelles, apporter une solution à ce problème. On met en place un plan d'implémentation et on génère des apprentissages forts. Donc voilà, c'est un exemple très rapide de ce qui pourrait amener un sujet de Kaizen dans une entreprise. Donc,
Nous, on a créé Cooper. Ce qui est intéressant, c'est que la clé dans le Kaizen, c'est d'avoir une entreprise apprenante. C'est que ce soit au cœur, que l'apprentissage soit au cœur de la stratégie. Et Cooper, c'est un outil qui permet aux collaborateurs d'apprendre au quotidien et d'insuffler justement un esprit Kaizen à une entreprise. Donc, dans une entreprise classique, on travaille. Bon, c'est déjà génial, hein. On travaille, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire en gros, on passe notre temps à optimiser ce qu'on fait pour atteindre un objectif, pour produire un maximum et atteindre son objectif. Mais il y a pas de temps pour l'apprentissage, pas de temps pour la découverte. En gros, on met en place des opérations coup de poing qui sont privilégiées par rapport aux démarches d'amélioration continue. Donc ça peut paraître, subtil, mais la différence avec une entreprise qui fait du Kaizen, c'est que l'apprentissage est au cœur de la stratégie. Nous, chez Cooper, on travaille et on fait aussi du Kaizen. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on met en place des démarches en permanence d'amélioration continue pour apprendre et atteindre l'excellence. Donc le Kaizen, ça nous permet de prendre du recul en permanence sur notre travail, et de mettre en place des petites améliorations continues. Et pour ça, il y a des conditions à respecter pour que le Kaizen puisse fonctionner dans une entreprise. C'est, d'avoir des objectifs clairs et ambitieux, qu'on appelle des challenges. Ça permet de savoir exactement ce qu'on veut faire, et ce qu'on doit faire, où on doit aller. Permettre d'identifier, les problèmes à résoudre en priorité. Ça, il y a beaucoup d'outils dans le Lean, qui permettent d'identifier les problèmes qu'on doit résoudre en priorité, de faire ressortir les problèmes. Ensuite, d'associer à chaque problème un gap de connaissances à combler, de comprendre qu'un problème, en réalité, c'est juste, un sujet sur lequel on doit progresser, un sujet sur lequel on doit apprendre. Hem et finalement, tout ce qu'on fait au quotidien, nous, chez Cooper, c'est juste identifier des gaps de connaissances à combler, et apprendre. Et on fait que ça. On fait que d'apprendre, apprendre, apprendre. Hem et derrière, pour ça, on apprend la geste de la résolution de problèmes avec justement un outil que vous connaissez certainement qui s'appelle le PDCA ou le Kaizen. On apprend à résoudre des problèmes. Et c'est un geste qui s'apprend, c'est une pratique aussi, la résolution de problèmes. On progresse dans la résolution de problèmes. Et on fait du coup de Cooper une entreprise apprenante à travers des personnes apprenantes. Donc le lean chez Cooper, ça se manifeste, par beaucoup de choses, mais je vais parler de avant le Covid. Avant le Covid, le lean chez Cooper, c'est le travail en équipe, en physique, dans les mêmes bureaux. C'est cette collaboration. C'est, du management visuel, c'est des post-it partout sur les murs, c'est beaucoup de choses, c'est de l'animation dans les bureaux. Et il y a des outils qu'on utilise qui sont les piliers, notamment, le management visuel. Le management visuel, c'est très, très important. C'est un management visuel physique, qui permet de générer des discussions, de faire ressortir des problèmes, et de gérer donc les apprentissages. Donc, chez nous, ça se manifeste par, beaucoup de choses sur les murs, mais on voit, sur la photo que je montre ici, il y a un challenge clairement affiché. On voit où on en est par rapport au challenge, si on est en train de progresser ou pas. On voit, les courbes qui bougent, on voit les écarts aux objectifs et on discute. C'est le management visuel n'est pas un outil de gestion de projet. Ça, c'est très important. C'est pas un outil de command and control. On veut pas du tout, fliquer les gens et savoir s'ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est réduire le nombre d'inconnus. C'est rendre visuels les problèmes, rendre visuels les flux, de production, rendre visuel tout ce qu'on est en train de faire pour pouvoir mettre les croix là où il faut creuser, mettre les croix, là où on pense qu'il y a de la valeur. On veut discuter des problèmes ensemble pour développer une compréhension commune de la situation. Le management visuel chez Cooper, c'est ça. Les observations terrain. Alors, les observations terrain, il y a un mot pour parler de ça en ligne, ça s'appelle le Gemba, c'est le terrain. On appelle ça le Go-NC terrain. Donc les observations terrain, c'est très important. Le terrain, c'est le lieu le plus important pour une équipe parce que c'est là que le travail s'effectue vraiment. Les meneurs, ils doivent régulièrement s'impliquer dans la recherche d'amélioration des équipes en allant les observer sur le terrain. Donc quand le terrain, c'est les bureaux, bah, c'est facile. Il suffit de se lever, d'aller voir à côté. Bah, quand il y a plus de bureaux, c'est plus difficile. Donc l'observation physique, elle permet de creuser, les problèmes en posant des questions. Hem, Vous avez peut-être entendu parler des 5 pourquoi. On pose 5 fois la question pourquoi pour finalement arriver à la cause racine du problème. Donc le fait de faire des observations terrain, c'est aussi une marque de respect, pour les collaborateurs qui se sentent valorisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire chez Cooper? Chez Cooper, on va se mettre,
derrière un producteur des versions audio de Coupe, par exemple, pour observer la manière dont il va procéder pour produire un audio Coupe. L'audio Coupe, c'est la version audio du Coupe, comme vous l'aurez compris. Euh, on observe chacun de ses gestes sur son poste de travail. Donc, il va chercher un fichier sur un serveur, il upload ce fichier sur son outil, etc. On lui demande pourquoi il réalise chaque geste. Et souvent, ça va générer des réflexions chez lui, parce qu'il va réaliser un certain nombre de gestes de manière machinale. Et finalement, ça permet d'identifier des améliorations. Ça permet aussi à l'opérateur de prendre du recul par rapport à ce qu'il fait, d'avoir un regard nouveau. Et il faut surtout que l'observation terrain ne soit pas considérée par les personnes comme une contrainte, comme du command and control, mais plutôt comme une opportunité de montrer ce qu'on fait. Euh, et ça, c'est très important quand on fait du lean, c'est de comprendre que on est l'objectif, c'est d'identifier les problèmes et que le plus on a de problèmes, le mieux c'est parce que ça veut dire qu'on sait sur quoi on doit s'améliorer et on sait sur quoi on doit progresser. Donc ensuite, les suivis de flux de production, on appelle ça les Kanban. Le Kanban, en gros, c'est un révélateur de problèmes. Ce qui est important, c'est que le Kanban, j'appelle ça un suivi de flux de production, mais en réalité, c'est pas un outil qui est destiné juste à suivre la production. C'est un outil qui sert à montrer là où il y a des problèmes dans la production, justement. C'est un révélateur de problèmes, un outil pour étudier la production. C'est vraiment un outil d'analyse. On voit quand il y a un problème dans le flux de production. Donc, par exemple, la production d'un cube, sur le sujet de la blockchain, comme pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on produit un cube sur sur la blockchain, on se rend compte qu'il a du retard. Euh, Ça permet de mettre le focus sur le sujet. Donc, comment on voit que le coup a du retard? Tout simplement parce qu'il est bloqué à une étape. Donc, ça se voit physiquement sur le Kanban, parce qu'on voit que le lead time, il est assez long. Alors, le lead time, en gros, c'est le temps, c'est le temps que met un ticket à parcourir l'intégralité du Kanban. Euh, et donc, on se rend compte que, typiquement, en analysant, on voit du coup que ce couple met beaucoup de temps à cette étape-là. On se rend compte que l'auteur à qui a été attribué ce couple, eh ben, il manque de connaissances sur le sujet et ça bloque. Et on met en place du coup une amélioration sur l'attribution des sujets selon les compétences des auteurs de notre pool d'auteurs. On met en place une matrice de compétences. Donc voilà, on a appris quelque chose grâce au Kanban et on a mis en place une amélioration. Par exemple, le développement d'une fonctionnalité produit, elle est bloquée à une étape dans un Kanban. On se rend compte que c'est un problème de matière première. On doit mettre à jour une librairie pour pouvoir continuer, etc. Donc le Kanban, on s'en sert comme ça chez Kuber. Donc ensuite, le lean, c'est les rituels. Les rituels, c'est les daily, les weekly, qui sont réalisés systématiquement devant les managements visuels. Donc ça permet de voir ensemble, ça permet de comprendre ensemble, ça permet d'agir ensemble. L'idée, c'est de partager une culture de l'amélioration, hein. De partager les victoires, de participer à maintenir une culture dans l'entreprise. Chez Kuber, par exemple, on fait des coupes clubs. On fait des coupes clubs, c'est des réunions hebdomadaires ou bimensuelles pendant lesquelles on échange sur un sujet qui est évoqué dans un couple, dans un livre. Ça permet de générer de la discussion. Et on fait ça aussi avec des entreprises clientes. On organise des coupes clubs au sein d'entreprises clientes. Et c'est assez intéressant. C'est vraiment de la culture d'entreprise. Donc, le lean chez Kuber, c'est aussi le client au centre. Donc, avant le Covid, on pouvait réaliser des interviews régulièrement, des user tests dans les bureaux, etc. Et le client, il est vraiment au centre de toutes nos stratégies. Donc, la connaissance client, ça permet de comprendre le vrai besoin du client et d'y apporter une solution efficace. Donc, chez Kuber, on a compris par exemple que nous, on doit faire du learning sans effort. C'est notre trade-off. Euh, donc, pour ça, on a compris que Kuber aussi, ça booste l'image de l'entreprise. On booste la marque employeur parce que les entreprises qui prennent Kuber travaillent leur marque employeur. On comprend que Kuber, c'est un vecteur d'idées nouvelles et de débats dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend en parlant à nos clients. On a compris aussi la nécessité de proposer un service de reporting qui permet à nos clients entreprises de comprendre les sujets d'apprentissage qui sont intéressants pour leurs collaborateurs, qui intéressent en tout cas leurs collaborateurs. Et on comprend que du coup, c'est ça qui nous a fait produire les mini-formations. On comprend que voilà, les salariés, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur apprentissage grâce à des mini-formations. Et on a compris un vrai argument, c'est que Kuber, globalement, permet de prendre des meilleures décisions au quotidien, quoi. Donc voilà, la connaissance client en négociante, elle est portée par des choses qu'on pouvait faire avant le Covid et qu'on n'a plus pu faire après le Covid. Donc l'arrivée du Covid, c'est un nouveau challenge pour nous. Donc quel impact ça a eu sur notre organisation et comment on s'est débrouillé?
Donc déjà rapidement, nous, on a dû passer à 100% en télétravail. Donc bon, vous connaissez, c'est un peu ballot, mais je préfère poser les choses ici. Le travail à distance, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le télétravail. En gros, c'est un environnement de travail où les salariés n'ont pas besoin de travailler dans un endroit physique commun, mais ils continuent de travailler efficacement sur des projets communs. Et le télétravail, ça implique de mettre en place des solutions de communication et de collaboration adaptées. Donc, quel est l'impact sur l'activité pour Cooper? C'est mécanique, hein, on n'a plus accès au management visuel du jour au lendemain à cause du déconfinement. En 2020, on n'a plus de réunions physiques et on n'a plus d'observation terrain physique. Donc, ça chamboule vraiment notre capacité à maintenir l'esprit Kaizen chez Cooper parce que cet esprit Kaizen est soutenu par ces outils-là. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? On continue à produire. Donc, on produit des coupes, des fonctionnalités, on continue de produire tout ce qu'on produit, mais on arrête le Kaizen du jour au lendemain. Donc, le flux de prod, il est OK, mais le flux d'idées et d'améliorations qui sont issus du Kaizen, il est not OK. Donc, on sait qu'aujourd'hui, pour atteindre nos objectifs, on fonctionne aux idées, quoi. Notre fuel, c'est les idées, quoi. Donc, on veut générer un max d'idées, même si on ne les implémente pas tous. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment générer un max d'idées. Et donc, avant Covid, on générait 30 nouvelles idées par mois. Après Covid, on en génère plus que 3 à 5 à cause des confinements. Donc, c'est un vrai problème qu'on a dû résoudre. Donc, le problème, on l'exprime en disant comment maintenir l'esprit Kaizen dans ces conditions nouvelles, comment maintenir un niveau élevé de flux d'amélioration. Donc, l'objectif, c'est de revenir au standard de 30 idées générées par mois. Donc, pour réussir, qu'est-ce qu'on fait? On analyse finement le problème sur le terrain. Donc, alors, je l'ai déjà dit, on adore les problèmes, hein, c'est finalement un nouveau sujet à traiter, donc c'est assez excitant. Donc, on a dû identifier les gaps de connaissances à combler pour résoudre ce problème, et on a analysé les pièces qui sont critiques pour le maintien de l'esprit Kaizen, donc les Go NC terrain, les Kanban, les managements visuels et le travail en équipe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est constitué une théorie du travail à distance. En s'appropriant la théorie existante, donc on a lu des livres, hein. Donc Remote Office Not Required, qui est un super livre sur le remote. C'est intéressant d'ailleurs, il a été écrit en 2013, il me semble. Et pourtant, il est complètement d'actualité. On lit des articles, on se renforce, on s'approprie même même on utilise Cooper pour s'approprier le savoir, parce qu'il y a des formations sur le télétravail sur Cooper, où on va regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Et donc, on regarde beaucoup de tweets, on écoute ce qui se passe, on comprend comment les gens parlent du télétravail et du remote, et on apprend énormément. Et donc, on identifie les 3 sujets sur lesquels, nous, on doit apporter, des solutions efficaces. Donc, le management visuel, les observations de terrain et les Kanban. Et je vais vous faire un petit focus sur le management visuel. Alors pour ça, ça va être intéressant que je vous amène directement sur ce qu'on a fait. Donc, je vais partager un autre écran. Hop, je vais partager cet écran-là et je vais vous montrer à quoi ressemble notre management visuel. J'espère que vous voyez mon écran et si ça marche pas, manifestez-vous, sinon dites rien. Donc, on est passé d'un monde où on fonctionnait avec des murs, où l'ensemble de la stratégie de l'entreprise, elle était visible sur les murs des bureaux. On est passé de ce monde-là à un monde où on ne pouvait plus venir dans les bureaux. Donc, c'est un vrai challenge pour Cooper, pour une entreprise qui essaie de faire du lean. Donc, le problème, il est clair, hein, continuer à bénéficier des vertus du management visuel à distance. Donc, on a fait de la recherche pour identifier les solutions possibles. On a discuté avec d'autres entreprises, on a testé plusieurs solutions et on a finalement choisi un outil de travail collaboratif à distance qui s'est avéré correspondre parfaitement à nos besoins. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça remplace les murs, hein, c'est assez simple, mais du coup, sur cet outil, alors c'est pas très joli, mais ça fonctionne. On peut se balader, collaborer. Là, il y a l'intégralité des collaborateurs qui peuvent venir ici. On voit où se trouvent les collaborateurs, sur quel sujet ils sont en train de travailler. Euh, et on peut faire, du coup, engager des discussions devant ce management visuel en utilisant une solution de visioconf à côté. Et donc voilà, là, on voit qu'on définit notre cadre stratégique avec nos KPI, la vision de l'entreprise, la guerre du moment, les différents milestones. On définit la bataille, là où on doit être, les gaps de connaissances qui nous restent à combler. Et ensuite, on a réussi à très bien visualiser le territoire des clients,
Là, c'est tout ce qu'on a appris sur nos clients. Alors, on a masqué quelque chose parce qu'on veut pas. Ici, il y a la photo, le nom, la profession de nos clients, donc on a préféré masquer. Mais en gros, on a mappé tous nos apprentissages sur nos clients, les préférences de nos prescripteurs. C'est vraiment exactement ce qu'on faisait sur nos murs, mais en virtuel et ça fonctionne très bien. Euh, les enjeux, les apprentissages là-dessus, c'est d'impliquer les collaborateurs parce que c'est très facile de faire des managements visuels qui ne sont pas utilisés. On en a fait beaucoup. On a un cimetière de management visuels qui ont jamais été utilisés. Pour que ce soit utilisé, il faut impliquer les collaborateurs et que ce soit eux qui soient maîtres de ce management visuel. Donc là, c'est le territoire des produits. Donc là, c'est tout ce qu'on est en train d'apprendre sur notre produit. Donc, on peut vraiment mettre ce qu'on veut et on a tous nos sujets d'apprentissage qui sont dessus. Et c'est un lieu d'échange. Encore une fois, ce n'est pas un lieu de commande et de contrôle. C'est un lieu où on expose nos problèmes, on expose les sujets sur lesquels on est en train d'apprendre et on échange. Donc, voilà, je vais revenir à la présentation. Je suis désolé pour le petit temps de latence. Hop, alors, voilà. C'est parti. Donc, le management visuel, je vous ai montré ce qu'on faisait. On a aussi fait un vrai focus sur les Kanban, parce que les Kanban, vous l'avez compris, ce qu'on peut apparenter comme un outil de suivi de production, mais en réalité, c'est un outil d'analyse. Cet outil d'analyse, on le faisait sur nos murs. Alors, on avait quand même vu qu'il y a une dimension technique, on avait toujours un doublon sur des solutions techniques, mais là, on utilise Notion pour ça. Et on a mis en place un suivi des Kanban. Et ça fonctionne aussi très, très bien parce que c'est un outil collaboratif qui nous permet de stocker le savoir et d'échanger. Mais je ne vais pas faire un focus dessus parce qu'il ne me reste pas énormément de temps. Donc, est-ce que j'ai un apprentissage à tirer de tout ça? Évidemment, oui. Donc, la crise du Covid, c'est un événement extérieur face auquel on a dû réagir. Donc, le Kaizen, je pense que c'est ce qui nous a permis de réagir facilement et efficacement et probablement plus vite que d'autres entreprises. Et ça nous a aussi permis de générer de nombreux apprentissages et d'en sortir renforcés. Donc, sur quel sujet on est en train d'apprendre? On est encore en train d'apprendre, hein, parce que ça s'arrête jamais. C'est ça la beauté du Kaizen, c'est que c'est sans fin. Donc on est en train de tester, nous, le télétravail à la carte. C'est un vrai reframe, un vrai changement qu'on a eu chez Kuber parce qu'on était en début 2020, on était en 100% présentiel et là, on est en train de passer non pas en 100% télétravail, mais on laisse le choix aux collaborateurs de venir au bureau quand ils veulent. S'ils veulent, donc c'est-à-dire que si nos collaborateurs veulent partir 2 semaines travailler à l'étranger, ils peuvent parfaitement le faire. Et donc, on est en train de tester ça, mais on garde quand même des bureaux physiques. Et on est en train de, et ce qu'on est en train d'apprendre, c'est quel est l'impact sur la QVT. Est-ce que cet impact il est positif ou négatif? Quel est l'impact sur le recrutement? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Quel est l'impact sur la rétention des salariés? Euh, il y a plus de travail asynchrone, du coup. Quel est l'impact du fait de devoir travailler de manière asynchrone? Hem, comment bien compenser l'éloignement des équipes? On teste des choses, du team building, plus régulier, des événements off-site et cetera. Comment faire des bonnes réunions en remote? On entend maintenant souvent parler des réunions en hybride, comment bien gérer ça et cetera. Donc voilà les sujets qui sont des sujets, importants pour nous et sur lesquels on est en train d'apprendre. Je pourrais éventuellement, partager nos apprentissages, à ceux qui sont intéressés dans un temps 2. Donc voilà, c'est terminé. Bah, j'aime bien terminer par une question. J'aimerais bien vous demander, bah, vous, qu'est-ce que vous allez faire dans votre entreprise pour en faire une entreprise apprenante?